Yoram exerce actuellement à Paris, mais il a effectué un séjour de plusieurs années, au début des années 90, en Nouvelle-Calédonie, où il a exercé donc, son métier et fait les recherches qui aboutissent donc à la production de cet ouvrage, et probablement beaucoup plus de notes et d'expériences dont il pourra peut-être nous parler tout à l'heure. Donc, c'est pour parler de ce travail effectué sur plusieurs années pendant son séjour en Nouvelle-Calédonie et les voyages successifs ensuite, pour continuer ce travail, qu'il prend la parole ce soir. Et donc, comme d'habitude, en fait, il y aura un exposé suivi d'un débat où vous pourrez participer, faire vos commentaires, poser des questions. Voilà. Donc, je vous remercie et je remercie Yoram, à qui je passe la parole sans plus tarder. Merci. Bon, merci de cette invitation du Centre Djibaou et puis de votre présence. Je vais essayer de présenter un petit peu mon travail. Bon, bien sûr, ça sera un exposé forcément un petit peu schématique et qui ne couvrira pas l'ensemble, bien sûr, de ce travail. Alors, bien sûr, il y a le livre, et le livre lui-même recouvre pas mal de concepts. L'enfant vulnérable, psychothérapie transculturelle, pays kanak, Nouvelle-Calédonie. Alors, c'est vrai que ça paraît évident, mais pour beaucoup de lecteurs, le pays kanak, où est-ce Donc c'est vrai que cette précision n'était pas forcément inutile, et je crois que la Nouvelle-Calédonie, dont le pays kanak, bien sûr, je dirais, est l'axe principal, mérite d'être connu et reste encore trop méconnu. Donc, le travail que je vais présenter ici et puis les idées que je vais mettre, je dirais quand même que c'est un point de vue. C'est mon point de vue. Alors, il faut rappeler que je suis d'abord un clinicien. Je suis devenu un petit peu chercheur, mais je fais partie justement de cette profession. On est des praticiens. On essaye quelquefois de théoriser à partir de la pratique, mais effectivement, on n'est pas, je dirais, des théoriciens dans l'âme. On cherche une certaine efficacité thérapeutique et on essaye de voir par quels moyens on peut des fois l'obtenir, et on essaie d'analyser aussi quelquefois un petit peu les ressorts de ce qui nous paraît comme éventuellement une réussite ou un échec. Alors, je vais avoir quelques détours pour cette présentation, mais je crois qu'il faut rappeler que j'aurais jamais pu faire ce travail sans les équipes de la pédopsychiatrie qui ont été développées en Nouvelle-Calédonie, et puis les précieux partenaires que j'ai trouvés sur les îles Loyauté, de Maré et d'Ouvéa, puisque à l'époque de mon arrivée, j'ai bien sûr commencé l'activité en pédopsychiatrie à Nouméa, au CMP, et puis une partie de mon activité a été une offre de soins décentralisée dans les îles Loyauté, où j'ai pu trouver non seulement le soutien de l'équipe et de mon médecin-chef, Marie-Odile Pérouse de Monclos, mais aussi des partenaires du lieu, du milieu associatif, le plus souvent des femmes, qui ont servi d'introductrices, de traductrices, d'accompagnatrices, d'informatrices, de guides. Et je crois que sans elles, et puis sans quelques hommes aussi qui ont contribué à ce travail, jamais j'aurais été en mesure d'avoir ce minimum de compréhension nécessaire, sachant que par rapport à un séjour de 3 ans, bien sûr, je reste très très en deçà d'une connaissance, bien sûr, du monde kanak et des langues. Alors, pour un petit rappel historique, je parlerai brièvement quand même de l'hôpital Albert Bousquet, qui est maintenant le pivot de la psychiatrie, surtout de la psychiatrie de secteur, donc qui est un petit peu tout le développement qui se font à l'extérieur de l'hôpital, mais à partir de l'hôpital. Je parlerai aussi des travaux ethno-psychologiques de Maurice Lénart, sachant qu'une partie de l'œuvre de Maurice Lénart, bien sûr pas la plus importante, traite un petit peu de son point de vue sur la personnalité kanak, et que ce point de vue a été beaucoup débattu et critiqué, et quelquefois d'ailleurs à juste titre, mais en même temps il a servi un peu de socle théorique pendant très longtemps, je dirais à la théorisation des psychiatres en Nouvelle-Calédonie. Donc l'hôpital psychiatrique Albert Bousquet, il a une histoire très longue, il est né avec la naissance du bagne,
hein. Et très vite, à partir de 1868, le docteur Lacroix obtiendra, dans ses bâtiments du Bagne, la construction d'un premier hôpital qui s'appelle l'hôpital du Marais. Alors, hein, je vais bien sûr pas vous parler de toutes les péripéties de l'hôpital, qui a une histoire bien longue, et certainement certains ont commencé à écrire l'histoire de cet hôpital, ou le feront ultérieurement bien mieux que ce que je pourrais vous en dire. Alors, il faut préciser qu'en 1978, l'hôpital devient établissement hospitalier spécialisé, hein, et depuis 1989, il est confié aux civils. Hein, il était avant confié aux militaires. Hein. Il devient ainsi établissement public territorial et doit mettre en œuvre les orientations de la psychiatrie votées par les élus du territoire, hein, et pour la mise en place d'une psychiatrie moderne, avec la création de structures de soins à l'extérieur. Et donc, en 91, le nouveau médecin-chef est donc chargé de créer la pédopsychiatrie qui jusqu'ici n'existait pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de travail auprès des enfants, mais le même service adulte se partageait la tâche. Et c'est vrai que l'évolution de la psychiatrie telle qu'elle s'est développée en France et de nombreux pays nécessitait effectivement qu'on puisse différencier le travail auprès des enfants et le travail auprès des adultes. Alors, à cette époque-là, le milieu rural est relativement peu desservi. Hein. Je crois que la psychiatrie adulte, bien sûr, a des missions, a des visites à domicile. Et puis, en 92, donc, l'hôpital Albert Bousquet signe une convention avec la province des Îles, Loyauté, pour le développement d'une psychiatrie de secteur, hein, donc au plus près des populations. Et ça représente un petit peu notre cadre, je dirais, administratif et institutionnel, qui nous a permis de commencer à mettre en place ce travail au plus près des populations. Alors, ce cadre, effectivement, est un cadre assez mouvant. Hein. C'est vrai qu'en démarrant ce travail, nos équipes avaient une certaine latitude pour essayer d'innover, d'inventer et d'essayer d'adapter un petit peu l'offre de soins au mieux des nécessités. Alors, en dehors du cadre institutionnel, il faut parler finalement du cadre un petit peu, je dirais, du cadre théorique, hein, par rapport à Maurice Lénart. Mais je crois qu'il faut quand même bien préciser que Maurice Lénart, lui, ne s'intéresse pas à la psychopathologie, hein, ou à la psychiatrie. C'est-à-dire que dans une partie de son œuvre, il va décrire, hein, et ce sera beaucoup critiqué à partir d'une certaine époque, une personnalité générique, hein. Et il faut savoir que ça se faisait quand même beaucoup à l'époque. Hein. C'est-à-dire que Maurice Lénart n'a pas inventé un petit peu je dirais, cette façon de travailler. Il a eu comme maître, hein, et comme aussi inspirateur Lucien Lévy-Bruhl, hein, qui avait beaucoup travaillé sur la mentalité. Et puis, on s'aperçoit en reprenant un petit peu les courants anciens, hein, de la psychiatrie coloniale, que la description d'une personnalité indigène a toujours fait partie, hein, quand même d'un certain outillage conceptuel et théorique. Hein. Mais bon, il faut savoir que Maurice Lénart n'avait pas le projet comme ça d'être utilisé soit par les psychiatres, soit par l'administration coloniale, hein, et que si on voulait rendre justice à ses travaux dans ce domaine, il faudrait bien sûr aller beaucoup plus loin, ce que je ne ferai pas ici, hein, et puis faire des références à l'ethnologie de Lucien Lévy-Bruhl, à la psychiatrie coloniale, à la psychologie différentielle, à la psychologie historique et à la psychiatrie phénoménologique. Hein. Ça veut dire que on ne peut pas, à l'emporte-pièce, parler, bien sûr, de Maurice Lénart, hein, mais je vais pourtant reprendre très brièvement un petit peu les caractéristiques qu'il donnait un petit peu de la personnalité kanak adulte, puisqu'il s'est relativement peu intéressé aux enfants. Alors, ces notations sont quand même nombreuses, hein, et c'est vrai que moi, je m'étais permis de dire que quelque part Lénart avait comme un projet psychologique, hein, dans son travail de missionnaire, qui était d'essayer de percevoir un peu la personnalité et de développer aussi, de son point de vue, une manière de faire, hein, dans son travail missionnaire, dont il va ensuite s'écarter par rapport à son travail d'anthropologue. Alors ces notations sont bien sûr présentes dans Docamo, mais elles sont présentes avant, elles sont présentes après, hein, et on sait que
la psychologie des peuples, hein, l'idée d'une psychologie des peuples n'est pas absente hein, de l'œuvre de Maurice Lénart et que lui-même fait référence hein, à cet aspect de son travail et quasiment de son projet. Alors, que dit-il en gros hein, il parle de la personnalité kanak avec une indifférenciation avec la nature. Hein, donc je pourrais vous citer un certain nombre de phrases, hein, je le ferai relativement peu, mais à titre d'exemple, il dit « Le Mélanésien vit indéterminé dans l'enveloppement de la nature. Il ne se répand pas dans la nature, il est envahi par elle. C'est au travers d'elle qu'il se connaît. » Il reprend la notion de participation, déjà développée par Lévi-Bruhl, d'où découleraient les spécificités des fonctions mentales, cognitives, affectives, dans une fusion avec l'environnement, associée à la perception d'un monde sans troisième dimension. Alors, cette idée d'absence de troisième dimension, en fait, on le retrouve beaucoup dans la littérature, je dirais, psychiatrique, littérature coloniale, où effectivement, il y a l'idée comme ça que l'indigène est très différent et que l'idée de la profondeur lui échapperait. Hein, il aurait un monde en deux dimensions. Et on retrouve même encore jusqu'aux années 60, par rapport à un texte écrit sur les enfants du Togo, que le portage au dos des enfants du Togo fait qu'ils ne pourraient pas acquérir la troisième dimension parce qu'ils sont toujours portés sur le dos, donc ils ne verraient pas ce qui est devant eux. Hein. Et donc, on retrouve, hein, même encore dans les années 60, des choses, des caractéristiques comme ça, d'une spécificité, d'une personnalité indigène. Sinon, Lénart parle d'une identité avec la nature, il parle d'un être collectif qui n'est pas encore un sujet, hein, d'une mentalité mythique. Alors, il faut reconnaître à Maurice Lénart, bien sûr, qu'il y a certainement un progrès hein, entre la mentalité mystique chez Lévi-Bruhl et la mentalité mythique chez Maurice Lénart. Et certainement, même s'il n'en fait pas mention, on peut quand même imaginer que le considérable travail sur les mythes de Lévi-Strauss doit quelque chose quand même aux conceptualisations de Maurice Lénart. Alors, Maurice Lénart parle aussi d'une indistinction entre le monde et la personne, hein, une indistinction entre l'état de vie et l'état de non-vie. Donc, on voit comme ça qu'il développe l'idée hein, d'une altérité comme ça considérable, hein, d'une altérité radicale, qu'il illustre avec les langues austronésiennes, et puis il va poursuivre un petit peu cette élaboration d'une personnalité kanak à travers la pensée mythique, socio-mythique, un peu comme un soubassement phénoménologique. Hein. Alors phénoménologique, bien sûr, c'est un mot un petit peu qui paraît un petit peu savant, mais c'est l'idée que finalement, il pourrait essayer de communiquer à d'autres ce que la personne kanak vivrait de l'intérieur. Hein. Donc la phénoménologie, ça fait aussi partie de cette tentative de transmission. Hein. Mais font partie de ces tentatives-là l'idée aussi hein, donc d'une non-individuation, hein, d'une non-rationalité, d'une mentalité archaïque. Alors, bien sûr, ces notations sont très minces hein, dans l'œuvre de Maurice Lénart, et Jean Guillard, qui pourtant un de ses disciples, qui critiquera hein, cette idée d'une description d'une mentalité générique, d'une personnalité générique, sans référence, bien sûr, à l'organisation de la société. Alors ensuite, à partir des années 70 et 80, on trouvera une nouvelle génération d'anthropologues avec Alban Bensa, avec les travaux des linguistes comme Jean-Claude Rivière, et puis toute une nouvelle génération qui va remettre un petit peu en cause, je dirais, ce point de vue, non pas pour décrire une autre personnalité qui serait finalement mieux décrite, mais pour beaucoup plus s'intéresser au fonctionnement social hein, de la société kanak, et non pas s'en tenir à une description d'une personnalité comme ça, hors du temps et des rapports sociaux. Alors, le modèle, ce qui a pu poser problème à certaines époques, et ce qui a peut-être figé hein, un petit peu la psychiatrie en Nouvelle-Calédonie, c'est que Maurice Lénart a servi de référence théorique. Hein. Il a servi de caution ethnologique. On appelle ça une caution d'autorité. Et qu'effectivement, peut-être, pendant longtemps, les théories de Lénart finalement apportaient beaucoup d'éléments hein, aux psychiatres et peut-être les empêchaient ou leur permettaient de faire un petit peu l'économie d'une recherche de terrain et d'aller voir de plus près un petit peu ce qu'il en était.
hein. Donc peut-être qu'à ce niveau-là, on peut quand même s'interroger sur l'utilisation quand même assez importante, hein, jusqu'aux années 90, souvent par des psychiatres de passage, hein, qui venaient finir leur mémoire de fin d'études et qui passaient quelque temps en Nouvelle-Calédonie, d'une théorisation comme ça, assez, je dirais, assez abstraite et qu'ils décrivaient avec autorité dans leurs travaux. Alors, bon, j'ai un petit peu parlé je dirais, de ces travaux-là, hein, dans un article du journal de la Société des océanistes consacré à la psychiatrie coloniale, donc je n'y reviendrai pas de trop, hein. Alors, ce détour est quand même important, hein, pour montrer que dans les années 80, il y a pour la psychiatrie à la fois une visée pragmatique, hein, c'est le soin, c'est la prévention, hein, et aussi un socle théorique qui a été trop peu revisité par les psychiatres, hein. Mais d'autre part, cet avant-propos n'est pas indifférent à notre sujet, parce que justement, nous allons associer beaucoup anthropologie, psychologie, psychanalyse, hein, et on voit que quand même, assez rapidement, la psychiatrie ne peut pas se passer en Nouvelle-Calédonie de l'anthropologie. Fût-ce une anthropologie de la personnalité ou de la mentalité qui, dans les années 90, paraissait quand même singulièrement datée. Alors, il faut préciser, hein, que bon, j'ai travaillé ici pendant 3 ans. 3 ans, c'est un temps très court, hein. Je pense qu'on commence un tout petit peu à appréhender certaines choses. On n'a pas le temps d'apprendre les langues. On perçoit des choses. On reçoit beaucoup d'aide, hein, des partenaires. Et que dans mon travail, il y avait une partie, bien sûr, à Nouméa et dans les quartiers, hein, comme à Tindu, au Mont-d'Or, etc. Et puis une partie dans les îles Loyauté, où j'allais plusieurs jours par mois pour rencontrer des familles et des enfants, hein. Donc, bien sûr, c'est pas l'expérience de quelqu'un qui serait resté dans un endroit, dans une aire géographique pendant une vingtaine d'années. C'est une expérience relativement courte qui fait qu'effectivement, je donne plutôt un point de vue qui sera développé, contesté, repris par d'autres. Et je pense que nombreux sont les gens qui seront en mesure, hein, d'apporter d'autres éléments. Alors, je me suis arrêté sur la notion de vulnérabilité de l'enfant sur les îles Loyauté. Alors, non pas comme un choix arbitraire, hein, mais comme une notion destinée à donner un sens aux multiples discours familiaux, hein, qui étaient tenus sur l'enfant. Alors c'est vrai que j'avais demandé à Liliane, et bon, ça n'a pas pu se faire, qu'on mette vulnérabilité entre guillemets, hein, pour bien préciser quand même une chose, c'est que l'enfant kanak n'est pas plus vulnérable qu'un autre, hein, et que mon propos est surtout de dire que, aux yeux de son groupe social, de sa famille, de son clan, il y a une représentation très importante de vulnérabilité, hein, sans qu'il soit pour autant vulnérable en soi, hein, ou par nature, mais que j'ai travaillé bien sûr sur les représentations familiales de l'enfant et que ces représentations sont exacerbées, hein, en période de maladie, de troubles et de différents indices qui pourraient montrer qu'il y a lieu de s'inquiéter. Alors, cette notion de vulnérabilité est en général plutôt attachée à d'autres choses, hein. On parle de vulnérabilité économique, sociale, psychologique, médicale, mais nous envisageons ici la vulnérabilité dans le sens de sa représentation, hein. L'enfant qui peut être perçu comme fragile, en danger, vulnérable dans le discours familial, qui vont à ce moment-là générer toute une mise en route de procédures, hein. Et il faut associer un petit peu les différents travaux, hein, de Christine Salomon, Nekeriait, Marie Lepoutre, hein, sur l'IFU, qui montrent que un travail important qui montre l'aspect de cumul, hein, dans la société kanak, et qu'effectivement c'est au titre du cumul thérapeutique, c'est-à-dire de l'usage de plusieurs modalités de soins ou de prévention, que je pouvais trouver ma place, et que ma place certainement était beaucoup plus aisée que la place de l'anthropologue, hein. L'anthropologue, il vient voir, il vient comprendre, mais qui est-il ? Que va-t-il faire ?
quelle place prend-il? Et c'est vrai que cette question se posait moins pour le psychologue à partir du moment où tout le travail préliminaire avait pu être fait pour se présenter, pour essayer d'expliquer un petit peu à quoi on pouvait servir. À ce moment-là, le psychologue se trouve inclus dans les différentes démarches de la famille pour aider ou pour protéger un enfant. Alors, cette notion de vulnérabilité, on va la reprendre quand même en quelques mots, pour dire qu'elle est issue de la psychologie clinique, de la psychanalyse et de la psychiatrie, avec un ouvrage d'Anthony paru en 1978, mais qu'elle est aussi à interroger dans le champ qu'on appelle de l'anthropologie de l'enfance, où finalement cette vulnérabilité serait omniprésente, mais souvent comme une notion très, très implicite, sans être véritablement conceptualisée. Alors au contraire, en psychiatrie et en psychopathologie, cette notion a suscité une vogue très importante, voire excessive, et c'est vrai qu'à partir de là, on a vu se développer la notion de résilience, qui venait au contraire parler des capacités de certains enfants à surmonter les pires épreuves. Et Cyrulnik en a parlé en 1999. Il faut quand même rappeler que Anthony parlait quand même d'une notion comme ça d'invulnérabilité dès les années 78, et que Cyrulnik a pu développer et mettre en relief cette notion, mais elle avait déjà quand même été, bien sûr, conceptualisée. Alors, dans mon expérience de psychologue clinicien en milieu rural des îles Loyauté, de Marais et d'Ouvéa, alors c'est vrai que je parle de milieu rural, il m'est arrivé de parler de milieu traditionnel, mais je crois qu'il faut réaliser que certainement les sociétés sont tellement mouvantes en Nouvelle-Calédonie, et sociétés des îles Loyauté, que je ne sais pas si le mot traditionnel s'applique. Le mot rural, bien sûr, c'est un espace rural, mais je pense qu'il y a un mouvement très important qui m'a toujours fait penser que finalement la société kanak, finalement, à la fois connaissait sa propre société et connaissait très bien la société européenne, et que la réciproque n'était pas toujours vraie. Et donc, le mot traditionnel, finalement, me gêne, parce que je crois qu'il y a une certaine modernité dans les sociétés kanak. Alors, dans mon expérience, la vulnérabilité de l'enfant est omniprésente dans la représentation familiale de l'enfant, tant il est récepteur de multiples signes de menaces, de maladies, d'inquiétudes qui le dépassent. Donc on parlera un petit peu de ces différentes hypothèses qui traversent la famille. Et bien sûr, il y a, je dirais, un petit peu ce qu'on peut appeler des troubles d'origine surnaturelle, la malédiction, la sorcellerie, l'ancestralité, mais il y a aussi tous les troubles naturels qu'on va trouver à partir par exemple, de l'anatomie, comment ça se passe, la fermeture de la fontanelle, comment les vieilles qui soignent examinent la glotte, comment on craint pour l'enfant qui fait une chute, et qu'il y a une pharmacopée très importante, justement, pour prendre soin de l'enfant, et qui, bien sûr, n'est pas uniquement du côté du surnaturel ou de l'invisible. Cependant, que ce soit pour des maladies naturelles ou des maladies plutôt d'un autre registre, je dirais l'importance de cette notion de vulnérabilité, d'inquiétude pour l'enfant faisait que ça me paraissait un élément très important de la vie sociale, avec une récurrence comme ça assez systématique, qui m'a amené finalement à me demander, me poser des questions et à souhaiter examiner finalement cette notion de vulnérabilité. Alors, de ce point de vue, je vais me permettre, et je m'en excuse d'ailleurs par avance, de faire une description très, très schématique, un petit peu de ma perception de la société kanak ou de la famille, mais à un moment particulier, qui est un moment de crise où il y a une inquiétude forte sur l'enfant, et on reviendra sur ce que représente l'enfant pour la famille et pour le clan dans la société kanak. Donc bien sûr, ce que je peux dire un petit peu de cette organisation sociale, elle est tout à fait reliée à un moment particulier, et j'ai pas comme ça d'éléments pour généraliser, mais ça fera peut-être partie du débat.
Donc, on peut dire que sur les îles Loyauté, l'organisation sociale est fragmentée et très hiérarchisée. Vous avez foyer, maison, famille, clan, chefferie, grande chefferie, aire coutumière et pays qui sont de grands repères sociaux. Donc, le plus petit segment est représenté par la maison ou le foyer, regroupant souvent plusieurs générations sur une même parcelle de terrain qui, justement, jouxte d'autres parcelles qui participent au même nom de famille, elles-mêmes inclus dans un ensemble plus vaste de familles de noms différents, qui participent d'un même nom de clan, qui jouxtent eux-mêmes d'autres clans dans l'espace d'une chefferie commune, elles-mêmes partie intégrante d'une grande chefferie appartenant à une aire coutumière et linguistique. Alors ces différentes pièces de complexité croissante à partir de l'unité formée par la maison-foyer sont structurées justement dans ce qui m'a semblé être un système d'emboîtement successif qui définirait à chacun sa place, son pouvoir, ses fonctions, ses prérogatives et ses obligations vis-à-vis de l'élément qui lui est immédiatement supérieur et qui formerait son contenant, son enveloppe, voire sa limite. Cependant, cette apparente rigidité de la société n'est pas figée, mais en perpétuel mouvement. Alors ça a été beaucoup mis en relief par Alban Bemsa pour La Grande Terre, mais c'est vrai qu'on retrouve l'idée d'une compétition, d'une rivalité, de conflits sous-jacents et qui ont bien sûr un lien avec l'organisation sociale, je dirais comme dans toutes les sociétés. Alors, le groupe familial, dans les îles Loyauté, il est patrilinéaire, patrilocale, c'est-à-dire patrilinéaire, la succession se fait du côté des hommes qui transmettent les noms, qui transmettent des biens, qui transmettent des fonctions. Patrilocale, l'épouse vient habiter le plus souvent chez son mari. Et puis il y a la transmission des noms, de la propriété foncière, des rôles, dans le principe de l'aînesse, de ce qu'on appelle la primogéniture. Alors, à l'image d'une fratrie, les différentes familles composant un clan sont hiérarchisées en aînés, cadettes, avec des fonctions et des prérogatives différentes. Donc les familles, bien sûr, d'un clan possèdent des espaces domestiques, agricoles et souvent marins. Ils possèdent aussi la collectivité de leur mort ancestralisée. Alors, tout ça, c'est pour quand même expliquer que finalement, on retrouve à la fois un ordonnancement qui peut paraître très très rigide, un certain nombre de transmissions qui se font par la famille, et puis en même temps l'impression d'une société qui est toujours en mouvement, qui a des règles, mais où les règles sont souvent transgressées. Et j'ai l'impression que cette idée d'une société segmentée, sans pouvoir central, c'est-à-dire que c'est vrai que l'impression que j'ai eue, finalement, dans cette courte expérience, c'est qu'effectivement, il y avait la France, il y avait l'histoire coloniale, mais il y a une société kanak qui a ses propres règles, et que dans ces règles-là, finalement, on pouvait faire référence finalement à d'autres sociétés qui pouvaient ressembler à celle-là, où justement les clans rivalisent, s'organisent, coopèrent, mais que ce sont des unités finalement assez petites, et pas réunies dans un ensemble très 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 vaste qui serait comme ça d'une très grande homogénéité. Alors la société kanak, bien sûr, est très encadrée de normes, dont la coutume est l'expression habituelle, mais comme je l'ai dit, elle m'a semblé toujours être l'endroit de compétition, discrète, secrète ou ouvertement conflictuelle, liée finalement à son organisation et à une certaine instabilité, et bien sûr à quelque chose qui m'a frappé, dont on parle relativement peu, ou peut-être pas suffisamment, à l'idée d'une interchangeabilité. Ça veut dire que dans la société kanak des îles Loyauté, il m'a semblé qu'on pouvait, comme ça, au fil du temps ou des générations, il y avait différentes procédures pour y arriver, changer de nom, pouvoir
gagner un nom plus prestigieux et qui donnait aussi un certain nombre de prérogatives, hein, de pouvoir symbolique, effectivement pas forcément de pouvoir économique, mais je crois que il y a aussi des pouvoirs économiques dans la société kanak, mais que c'est pas forcément l'essentiel. Alors, ces changements de nom, cette interchangeabilité, on y reviendra peut-être un petit peu, mais il m'a semblé que cette idée comme ça, qu'une famille, un clan, pouvait être remplacé comme ça dans une forme de hiérarchie, hein, par soit la famille immédiatement inférieure, soit le clan qui venait après, était certainement pour beaucoup dans l'idée de la vulnérabilité, hein, de la représentation de vulnérabilité de l'enfant, puisque il semblerait que finalement, les familles, les clans, hein, mais souvent les familles d'un même clan, aient souvent à s'inquiéter, à souffrir et à réfléchir des dangers qui pourraient la guetter par rapport justement à cette interchangeabilité finalement qui se révèle très inquiétante. Donc, dans les paramètres de l'organisation sociale et ses modalités et ses tensions m'ont paru finalement assez importantes par rapport justement à la représentation de vulnérabilité de l'enfant. Et c'est là que finalement l'aspect sociologique ou anthropologique venait vraiment être un outil peut-être de compréhension pour le clinicien, pour le psychologue ou le psychiatre, confronté à un certain nombre de récits et d'énoncés qu'il ne pouvait certainement pas comprendre sans essayer d'avoir un point de vue beaucoup plus large par rapport au fonctionnement de la société. Alors, pendant ces 3 ans, hein, on a développé une offre de soins donc pour les îles Loyauté. Alors, une offre de soins en pédopsychiatrie, ça se modélise hein, d'une certaine façon. C'est des choix qu'il a fallu faire. Et c'est vrai que par rapport un petit peu aux différentes perceptions, informations, aux échanges qu'on a pu avoir hein, et que j'ai développé en Nouvelle-Calédonie, l'idée d'entretiens familiaux dans l'espace domestique, en respectant les codes sociaux qui permettaient d'être invité dans la famille, avec des informateurs, accompagnateurs, traducteurs, hein, souvent des femmes du milieu associatif qui avaient une place reconnue, m'a paru quelque chose d'essentiel. Alors, j'ai souvent une anecdote, alors peut-être qu'effectivement, elle peut paraître seulement anecdotique, mais c'est vrai que je m'étais posé la question, par exemple, des dispensaires hein, dans les îles Loyauté, et un dispensaire, finalement, il peut se construire parce qu'un clan a accepté de prêter hein, son terrain hein, pour la construction, hein, mais finalement, ce clan, il a toujours... Hein, des ancêtres, du pouvoir sur cette terre. Et que se passe-t-il hein, quand une famille, finalement, qui serait, ou d'un clan qui serait en conflit avec le clan propriétaire terrien, vient consulter? Quelle est sa liberté de parole hein, par rapport à quelque chose d'aussi particulier que la psychologie hein. Et c'est vrai que, finalement... très rapidement, hein, on s'est orienté vers le choix hein, du travail à domicile, hein, qui demandait un long travail de préparation, de présentation, de médiation avec des intermédiaires et un partenariat très serré avec les gens de Marais et d'Ouvéa. Alors, ce travail préparatoire se faisait bien sûr avec nos partenaires, mais on a fait un autre choix, c'est que les entretiens familiaux, finalement, se faisaient avec l'enfant dans sa famille et que l'enfant n'était pas comme ça forcément dissocié hein, de la famille, qu'on allait là travailler dans un contexte d'entretiens familiaux hein, et que l'enfant, il était d'abord parlé par sa famille et qu'il était bien... difficile d'imaginer comme ça, le prendre à l'écart pour faire un examen psychologique, pour se rendre compte. Et puis les obstacles certainement auraient été multiples. Ce qui n'a pas empêché, bien sûr, dans des situations qui nous ont paru extrêmement inquiétantes, de faire venir des enfants sur Nouméa, dans la parenté, dans la famille, pour pouvoir les suivre de façon intensive au CMP, parce que c'était une nécessité.
hein. Et je dois dire que, bon, moi, j'ai fait cette proposition 2 fois et j'ai toujours rencontré une très grande, je dirais, un très grand investissement de la famille pour effectivement se donner les moyens de faire venir l'enfant et pour qu'il puisse suivre les soins. Alors, il faut savoir bien sûr que l'enfant n'est pas dissocié de son groupe familial, et que cette absence de cadre comme ça institutionnel, le fait de venir à la famille, dans la famille, bon, on a déterminé ce que j'ai appelé un cadre nomade. Ça veut dire qu'effectivement, on pouvait se déplacer, mais on était attendu, on avait prévenu, il y avait un certain nombre de, je dirais, de paroles qui avaient été bien sûr posées par nos partenaires et qui permettaient bien sûr de pouvoir commencer à travailler dans la famille. Alors, en travaillant dans 3 aires linguistiques distinctes, donc le Nengone à Maré, mais le Yai et le Faga à Ouvéa, bien sûr, on n'a jamais pu acquérir une connaissance de la langue. Par contre, c'est vrai que, bon, au fil des entretiens et puis au fil d'un certain apprentissage, il y a un petit peu un lexique minimum qui s'est mis en place. Et c'est vrai que beaucoup de nos conversations se passaient en langue. Et le fait d'avoir un minimum de lexique nous permettait quelquefois de poser des questions, de demander à nos partenaires d'aller dans une direction qui pouvait nous paraître intéressante. Et ça nous permettait d'avoir quand même une certaine autonomie. Alors, les enfants dans ce travail étaient proposés par l'école, des fois par les familles, par les dispensaires, enfin par différentes personnes. Et c'est vrai que cette demande ou cette possibilité de venir à la maison s'est développée aussi par le bouche à oreille de façon assez considérable. Alors, nos entretiens, bien sûr, étaient des entretiens qui duraient, je dirais, le plus souvent 2 heures. Ces missions, c'était plusieurs jours par mois, donc c'est certainement pas l'équivalent de ce qui peut être fait dans un CMP de proximité. Et c'est vrai que, bon, ça passait par le geste coutumier, par le fait de se présenter, de dire qui on est, d'où on vient, d'essayer d'expliquer un petit peu à quoi on peut servir, et aussi de dire que finalement on est invité dans cet espace familial, l'espace domestique, et que là on a bien sûr à faire preuve d'humilité pour être invité. Et c'est vrai que ces gestes simples, mais bon, qui, je pense, bien sûr, sont connus de tous, finalement, ont toujours permis qu'en retour, il y ait vraiment, je dirais, des paroles d'invitation et presque de remerciement, qu'on puisse marquer à la fois notre respect et puis cette place d'invité qu'on avait dans l'espace familial. Alors, à partir de là, et je pense que ce contexte est assez important, pouvait se développer justement tout un récit autour de l'enfant. Alors, c'est vrai que assez rapidement, on s'est aperçu que, je dirais, l'entretien classique de pédopsychiatrie tel qu'on peut le pratiquer en France ou en région parisienne, nos repères n'étaient pas de ce côté-là. Ça veut dire qu'en fait, il y avait bien sûr un repère sur les troubles, sur les perceptions de la famille, sur des choses comme ça assez classiques, sur le développement de l'enfant. Mais très vite, l'histoire de la famille, l'histoire du clan, les conflits qui avaient pu être rencontrés, les hypothèses de la famille sur le trouble sont devenus, je dirais, des parties considérables de nos échanges et indispensables. Alors, c'est vrai que le matériel de ces conversations fait une place considérable aux antagonismes dans le clan ou dans la chefferie, avec des conflits ouverts, des conflits latents, des conflits sur plusieurs générations. Et la maladie ou le trouble de l'enfant ne sont pas seulement représentés comme tels, mais comme un affrontement entre forces opposées, avec quelquefois, bien sûr, les maladies naturelles, mais d'autres fois la malveillance, la sorcellerie, la colère, la violence,
les transgressions, des punitions, des négligences, la visite des morts, etc. Ça veut dire qu'il y a une multiplicité d'hypothèses, d'idées que les gens vont énoncer, et puis sur lesquelles, bien sûr, ils vont aussi chercher un petit peu l'hypothèse qui leur paraîtra principale. Alors ces théories, on les appelle des théories étiologiques, sur la recherche des causes, est l'occasion d'un travail très important de la famille et du clan, et souvent en essayant de retracer un petit peu l'origine du trouble, quelquefois sur plusieurs générations. Donc le premier cheminement est bien sûr destiné à identifier la maladie et ses causes, naturelles ou surnaturelles, mais aussi, s'il y a agresseur, quel serait-il, pour quelles raisons. Et à ce moment-là, se met en place des itinéraires de soins, et c'est vrai que ça me paraît très important, c'est un petit peu dans cette multiplicité d'itinéraires, dans la recherche d'une logique de la guérison, que notre équipe, souvent composée de 2 personnes, donc le psychologue et une infirmière pour Marais, le psychologue et le psychomotricien pour UVA, trouvait presque naturellement sa place dans le principe, je dirais, de cumul thérapeutique. Alors, les itinéraires, bien sûr, de soins sont élaborés de façon pragmatique, à la recherche d'une efficacité. Et c'est vrai que la biomédecine, finalement, fait partie un petit peu des possibilités. Alors, c'est vrai que la maladie de l'enfant nous a semblé fonctionner comme un révélateur de la société kanak, de ses crises, de ses enjeux et des luttes de pouvoir qui s'y déroulent, mais aussi des capacités de coopération dont la médecine traditionnelle est un des vecteurs très puissants. Alors, je rappelle, par rapport à ce que j'ai dit auparavant, que dans cette perception, la maladie ou le trouble, la difficulté, sont rarement isolables et indissociables de la vie sociale, dont ils représentent un des aspects. Et c'est vrai qu'à ce titre-là, des questions sur le foncier, sur la migration des clans, sur l'histoire, sur la généalogie, étaient quasiment aussi importantes que d'autres questions sur les itinéraires thérapeutiques ou la définition des troubles, tant ces aspects étaient imbriqués dans la représentation du trouble et de la maladie. Donc la place de la famille, bien sûr, était totalement essentielle parce que c'est eux qui étaient porteurs, et quelquefois sur plusieurs générations, un petit peu de ces hypothèses, de ces informations, et puis des tâtonnements aussi auxquels donnait lieu le trouble de l'enfant, et on partageait un petit peu ce récit. Alors, dans le travail clinique auprès des enfants, les enquêtes anthropologiques, c'est vrai qu'assez rapidement, j'avais à la fois des pistes, des concepts, des éléments de réflexion, et puis j'ai été assez rapidement aller voir des vieux, des informateurs, des vieilles qui soignent, différentes personnes qui, chacun à leur façon, essayaient de répondre à un certain nombre de questions et qui m'ont souvent éclairé pour essayer de comprendre un petit peu cette complexité qui se déroulait un petit peu dans ce travail. Alors, c'est vrai qu'on pourrait schématiquement dire que finalement la maladie de l'enfant, elle suit des axes comme ça principaux, qui sont l'un, celui du monde des humains, quand il s'agit par exemple de l'envie, de la jalousie, avec l'idée un petit peu de ce qui pourrait en être de la sorcellerie, et aussi de l'autre, du monde des esprits, des divinités, des morts et de l'ancestralité. Et puis il y a tout cet aspect très important des maladies naturelles pour laquelle il y a une puériculture traditionnelle extrêmement importante et aussi tout un itinéraire de soins pour essayer de soigner la maladie, d'en repérer les signes et aussi d'agir très préventivement. Donc, la multiplicité des dangers qui peuvent guetter l'enfant dans la représentation familiale ont vraiment déterminé cette idée de vulnérabilité qui s'imposait un petit peu à moi dans la réflexion sur justement comment l'enfant est représenté dans la famille et dans la société kanak, au moins des îles Loyauté. Alors, pour revenir
brièvement sur la psychothérapie transculturelle. Donc, il faut rappeler que la psychothérapie transculturelle a été développée, au moins au niveau conceptuel, par Georges Devreux, donc qui est originaire d'un pays de l'Est, qui a traversé 3 nationalités au gré des guerres et puis des occupations diverses en Europe de l'Est, qui est venu en 1930 faire ses études d'anthropologie avec Marcel Mauss à Paris, qui est ensuite parti pour les États-Unis, où il a continué ses travaux et ses études d'anthropologie, et qui a ensuite travaillé à la fois avec des populations du sud-est asiatique et avec les Indiens des plaines. Et puis, après la Deuxième Guerre mondiale, il revient en France faire une formation de psychanalyste. Et c'est vrai que son approche anthropologique, son expérience, et ensuite son approche clinique, vont finalement lui permettre de développer, de conceptualiser une méthode qu'il va appeler le complémentarisme, où justement il va associer l'anthropologie et la psychanalyse pour travailler avec les patients amérindiens qu'il suivait dans une clinique qui a été très, très célèbre au Texas et qui s'appelait la Menninger Clinic, où il y avait énormément d'Amérindiens qui venaient se faire suivre. Alors, il n'a pas lui-même créé le dispositif dont on a beaucoup parlé et dont Toby Nathan est venu lui-même d'ailleurs parler il y a quelques années, mais il utilisait cette référence. Alors, pour essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il pouvait en dire, il donnait un exemple qui me paraissait relativement éclairant. Il disait finalement, en psychothérapie, en psychanalyse, on parle beaucoup de transfert. Alors le transfert, c'est un petit peu les sentiments que le patient va projeté sur son thérapeute. Et c'est vrai que dans la société, je dirais, occidentale, en général, on réfère ça à la place de la mère, si c'est un thérapeute homme, à la place de la mère, si c'est un thérapeute femme, à la place du père, si c'est un thérapeute homme. Et Devreux disait, oui, mais dans une société où, par exemple, c'est l'oncle qui est très, très important, si on ne connaît pas le système de parenté, comment on va se repérer qui on peut représenter pour ce patient, puisque le thérapeute travaille justement avec ses affects de son patient. Donc il disait que finalement, lui-même n'a pas changé l'approche. Il faisait des psychothérapies, psychanalyse assez classiques, mais avec sa connaissance extrêmement importante d'anthropologue, il disait, il expliquait qu'il pouvait à ce moment-là beaucoup mieux situer quelle était sa place dans ces phénomènes de transfert, dont on pourra éventuellement reparler. Alors, c'est à partir de son séminaire de Paris, il est invité à partir du début des années 60 par Lévi-Strauss et Roger Bastide à venir enseigner à Paris, et c'est là qu'il aura différents élèves qui vont développer les courants de l'ethnopsychiatrie en France, sachant que Devreux lui-même a inventé le mot ethnopsychiatrie, a certainement inventé le mot transculturel et a développé aussi le mot ethnopsychanalyse. Alors, bien sûr, dans tout ça, la culture est un élément particulièrement important. Donc, je ne vais peut-être pas énormément développer sur ce côté-là, mais dire que quand même un système culturel, c'est aussi une façon de percevoir le monde. Qu'une culture, c'est fait d'une langue, d'un système de parenté, de codes sociaux, de manières de faire, de techniques de soins, de maternage. Que la culture, dans les sociétés qui ont conservé des cultures très fortes, elle est souvent transmise, voire engravée dès le plus jeune âge chez l'enfant, et qu'elle fait partie certainement de sa personnalité, mais tout en rappelant que les cultures, finalement, sont en perpétuel mouvement et quelquefois d'ailleurs en transformation rapide. Donc, pour terminer un petit peu cet exposé, par rapport justement au travail clinique, je vais juste reprendre assez brièvement un certain nombre de points de repère qui m'ont peut-être guidé un petit peu dans les récits familiaux. Et donc, on peut dire qu'il y a différentes strates un peu dans un récit familial et différentes façons d'essayer de se repérer. Alors il y a le niveau, je dirais le premier niveau, qui est le niveau des théories étiologiques, c'est-à-dire
trouver une définition ou des hypothèses sur l'origine du mal, du malheur, de la maladie, hein, qui vont elles-mêmes faire intervenir différentes entités par rapport à cette maladie. Donc les théories étiologiques, elles vont aussi être associées à ce qu'on peut appeler un niveau ontologique. Hein. Ça veut dire que forcément, c'est lié à la façon de percevoir l'enfant, et on pourrait dire à la nature de l'enfant. Hein. C'est vrai que suivant la place et la représentation de l'enfant, les théories étiologiques vont déboucher aussi sur des logiques thérapeutiques qui vont permettre de se diriger et de savoir quoi faire, comment on agit après ces différentes définitions. Et donc ces logiques thérapeutiques permettent à ce moment-là d'aller sur ce qui peut être le faire, l'action, les itinéraires thérapeutiques. Et donc nous étions, nous, équipe de pédopsychiatrie, inclus dans ces itinéraires thérapeutiques, certainement en même temps que d'autres procédures qui étaient certainement les techniques de soins traditionnelles, les vieilles qui soignent, les guérisseurs, certainement aussi les guérisseurs antisorciers, et un certain nombre de possibilités qui s'offrent à la culture. Donc, je rappellerai donc brièvement que pour moi, la représentation de vulnérabilité est assez liée à l'organisation sociale, clanique et familiale, dans une société justement qui a un certain nombre de particularités et de spécificités. Donc bien sûr, la notion de vulnérabilité est exacerbée pendant les périodes de crise et de tension du groupe, mais aussi elle présente un certain nombre d'avantages. Elle favorise une grande attention et vigilance à l'enfant. Elle permet des processus d'entraide avec des itinéraires de soins et de protection. La représentation de vulnérabilité de l'enfant kanak des îles Loyauté nous semble être une notion très dynamique qui souligne la nécessaire complémentarité d'une approche clinique, psychologique et anthropologique avec le souci d'insérer le trouble ou la maladie de l'enfant dans un contexte social et psycho-affectif. Cela souligne aussi la nécessité pour le psychologue et le psychiatre d'être plus réceptifs au fonctionnement des sociétés dans lesquelles ils travaillent. Voilà, je vous remercie. On va passer à la partie débat. Donc, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Simplement, je vous demanderai de faire appel au micro pour que tout le monde vous entende. Et comme ce débat est enregistré, pour permettre à des personnes qui ne seraient pas présentes ce soir d'écouter l'intervention de Yoram Mouchenik à la médiathèque. Donc pour l'enregistrement, vous devez également parler dans le micro. Vous avez un micro ici et un de l'autre côté. Donnez votre nom, donc si possible, oui, effectivement, donnez votre nom et posez votre question ou faites votre commentaire. Chacun est invité à le faire. Je vais commencer. Parlant de cumul de soins, simplement, je me demandais si vous pouviez décrire ce à quoi les familles peuvent faire appel et si elles le font ouvertement ou par rapport aux psychologues, ou est-ce qu'elles font appel à d'autres méthodes de soins sans vous en parler? Je pense qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui seraient beaucoup plus habilitées que moi à répondre. Cependant, je dois dire que dans une relation de confiance, et quand effectivement la famille a bien la perception que les éléments culturels sont pris en compte et ont une importance, c'est vrai qu'à ce moment-là, il n'y a pas de choses qui m'est semblé être cachées. Mais de toute façon, ça peut faire partie, à mon sens, des prérogatives de n'importe quelle famille, de faire appel à plusieurs ressources. Oui. Bonsoir, je suis ici. Je voudrais vous demander simplement, je sais pas, vous m'entendez?
Oui, alors je voudrais simplement vous demander si le fait qu'il n'y ait qu'un psychologue au cours de la consultation, vous l'estimiez suffisant, parce que enfin, d'après ce que j'ai entendu dire, les consultations transculturelles supposent un certain nombre de thérapeutes. Alors, est-ce que vous considérez que ce sont plutôt les personnes qui sont autour de l'enfant qui sont thérapeutes avec vous? C'est ça que je me demandais. D'accord. Merci. Donc je dois quand même peut-être souligner que c'est vrai qu'avec ce travail en Nouvelle-Calédonie et puis ce que m'a apporté ce travail aussi sur les îles Loyauté, je me suis beaucoup orienté vers la psychothérapie transculturelle en France, et donc je participe un jour par semaine aux consultations de Bobigny. Alors c'est vrai que les consultations de Bobigny, effectivement, sont des consultations de groupe, mais c'est vrai que pour moi c'est pas très comparable, parce que c'est vrai que ce qu'on peut appeler l'ethnopsychiatrie en France s'adresse à des populations migrantes. Ici, quand j'arrive en Nouvelle-Calédonie ou que je vais dans une famille, c'est moi l'expatrié. C'est moi qui viens d'ailleurs. Donc ça, c'est pour une partie de la réponse. Je pense que c'est deux cadres totalement différents, et des théorisations relativement différentes. Je pense que de toute façon, dans les entretiens thérapeutiques, dans les entretiens familiaux, certainement à un moment donné, l'environnement familial peut devenir thérapeutique. Mais c'est pas pour autant qu'ils deviennent comme ça thérapeutes en titre. Ils restent maman, papa, oncle, tante, etc. Alors je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Par rapport au livre, je voulais demander simplement, parce qu'il y a une partie du livre est consacrée à 3 études de cas. Et donc vous n'en avez pas parlé ce soir, ce qui peut se comprendre. Mais je voulais savoir si vous avez étudié, enfin vous avez travaillé plutôt avec davantage d'enfants pendant votre séjour ici, et pourquoi vous exposez ces 3 cas-là? J'ai travaillé avec 60 enfants sur les îles Loyauté. C'est vrai qu'il m'apparaissait très, très important finalement d'essayer d'éclairer mon propos par justement, bien sûr en les rendant anonymes, la succession des entretiens familiaux. Et c'est vrai que j'ai choisi 3 cas. Pourquoi ceux-là plus que d'autres? C'est parce que c'était 3 situations extrêmement différentes, puisqu'il y avait celle d'un enfant gravement polyhandicapé, il y avait celle d'un adolescent qui a à risque psychiatrique, et puis d'un enfant qui était plutôt dans un registre psychosomatique. Donc mon choix, ça a été d'une part de pouvoir donner à lire un petit peu des choses très concrètes par rapport à ce travail, qui pouvaient ensuite être reprises, voire éventuellement élaborées autrement, et puis effectivement que ce soit des situations très, très différentes. Et puis il était difficile, si on voulait vraiment donner un matériel assez complet, d'aller au-delà de ce qu'on appelle les vignettes cliniques, au-delà de 3 vignettes cliniques. Bonsoir. Je tiens d'abord à vous remercier pour votre prestation. Je voudrais quand même signaler que je suis resté un peu sur ma faim. Vous avez fixé un cadre théorique intéressant qui m'a paru un peu plus long. Et qu'au moment où on a parlé de l'enfant, eh bien c'est déjà la conclusion. Il y a des choses qui sont restées un petit peu incomprises pour moi. C'est quand vous avez parlé du changement de nom, l'interchangeabilité de nom. Je n'ai pas très bien compris, il faudrait peut-être que vous nous réexpliquiez. Vous n'avez pas parlé de l'adoption. Est-ce que c'est derrière ça qu'il y a un phénomène d'adoption ? Parce que ça, c'est un problème peut-être qui peut entraîner une vulnérabilité de l'enfant. Voilà, merci. Donc oui, l'interchangeabilité, je crois qu'il y a, je pense que dans la société kanak, en tout cas des îles Loyauté, il y a un certain nombre de procédures. Mais alors, c'est pas seulement des procédures pour changer de nom, c'est aussi des procédures pour conserver des noms. Je pense à des clans, par exemple, où sur plusieurs noms de famille, plusieurs familles avaient disparu,
et que pour conserver ces noms, mais aussi tout ce qui va avec, la famille restante, finalement, faisait comme une procédure d'adoption pour donner le nom et conserver justement, je dirais, ces différents lignages. Hein. Et c'est vrai que c'est aussi par rapport à des fonctions, par rapport certainement à des propriétés foncières. Enfin, c'est pour conserver un certain nombre de choses. Hein. Sinon, au niveau des noms, il y aurait certainement beaucoup de choses à dire et bien sûr à approfondir. Mais je me souviens par exemple d'un problème qui s'est posé, hein, qui se pose toujours à OVA par rapport au recensement du début des années 50. Hein. Et c'est vrai que dans la procédure de recensement, apparemment, bon, sans que je connaisse bien sûr tous les tenants et les aboutissants, bon, le fonctionnaire des affaires indigènes, à l'époque d'ailleurs secondé par d'autres personnalités, pensait utile finalement de rassembler différentes familles sous le même nom. Hein. Et c'est vrai j'ai pu voir un petit peu les conflits et les dégâts que ces transformations de noms, justement parce que les noms sont pas neutres, ils sont attachés, et vous le savez mieux que moi, ils sont attachés, ils ont une importance absolument considérable. Ils sont attachés à des fonctions, ils sont attachés à des pouvoirs, ils sont attachés à des propriétés foncières, à des prérogatives, ils permettent de se situer dans la hiérarchie. Donc quand tout ça est confondu pour X raisons, c'est relativement catastrophique. Alors, sinon, quand même, pour terminer, parce que cette question est très très importante, il y a aussi les apparentements fragiles. Hein, et je pense, par exemple, dans de nombreuses familles, par exemple, ce qu'on appelle les enfants de mère. Hein, ça veut dire que les mamans ont un enfant avant le mariage. Et c'est vrai que ces enfants qui portent le nom de la maman sont beaucoup plus fragilisés socialement. Et par exemple, une des procédures, c'était de faire adopter l'enfant par le frère de la maman. Et c'est vrai que ça lui donnait à ce moment-là une assise beaucoup plus solide. Donc on trouve par rapport à la nomination, hein, et donc à la légitimité des uns et des autres, un certain nombre de procédures qui soulignent, hein, l'importance et de la nomination, et que même dans la nomination, il y a des variantes. Mais bon, je pense que certains pourraient en dire beaucoup plus, hein, ce que j'en ai perçu moi. Alors bon, je vais quand même continuer un tout petit peu sur le nom, parce que là, je crois que c'est quelque chose d'assez important qu'il faut illustrer. Donc, vous parliez d'adoption. Alors, je pense aussi finalement à un récit familial qui a été très, 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 très problématique et très important. C'était l'idée, finalement, il y avait une adoption, mais justement, le choix de l'enfant adopté s'était fait dans une famille qui avait mauvaise réputation, qui avait la réputation d'être comme ça, très, très ambitieuse. Et c'est vrai que la famille... Une autre famille qui était opposée à cette adoption, hein, qui faisait partie du même clan, avait perçu cette adoption un peu comme une trahison, avec l'idée que finalement, cet enfant, même s'il avait changé de nom, il restait l'enfant de cette famille-là, et qu'en fait, il était en train de rentrer un peu comme un corps étranger dans cette famille, presque pour le phagocyter. Hein. Et c'est là qu'on voit, hein, que ces représentations, justement, ces craintes, hein, j'ai aussi souligné des fois des choses qui m'apparaissaient comme des craintes d'anéantissement. Ça veut dire que quand, par exemple, les grands-parents n'ont pas une visibilité sur la descendance, est-ce qu'il y a suffisamment de garçons, etc., il y a aussi, quelquefois, une très grande angoisse. Hein, et qui souligne, hein, aussi ces représentations de vulnérabilité et de danger. Oui, bonsoir. Donc, je voudrais revenir sur le nom et préciser qu'un nom dans la société kanak est quelque chose de privé. Donc, un nom, il appartient à un clan et qui appartient à une lignée, une chefferie. Donc, on ne peut pas changer de nom, sauf en cas d'adoption, comme on dit. Donc, nous, on ne dit pas adoption, ce sont des dons d'enfants. Et dans le cas que vous venez de citer, je pense que c'est une interprétation occidentale. Oui. Parce que dans la donation d'enfants
Il y a toute une procédure d'adoption, si vous voulez que j'emploie le mot adoption pour que tout le monde comprenne. Quand je vais prendre un enfant, c'est pas moi seul qui choisis. C'est le chef de clan qui choisit. Un nom donne le statut, donc le rang et la fonction et la place de l'individu dans sa société. Donc c'est pour ça qu'un nom, nous on ne le choisit pas dans le calendrier. On ne choisit pas par un nom par rapport à Amour, Gloire et Beauté ou Dylan ou je sais pas moi, un feuilleton qui passe qui est à la mode. Un nom, il est bien une propriété privée. Donc ça veut dire qu'on n'a pas le droit de changer de nom. C'est la société, enfin, je vais dire l'état civil qui est arrivé à un moment donné, et comme des noms ne pouvaient pas être écrits, par exemple, dans mon clan, dans le clan de mon mari, Kacheingo, donc c'est trop difficile pour l'orthographe grammaticale et l'orthographe elle-même en français, pour ceux qui faisaient les recensements dont vous parliez tout à l'heure, ils ont dit, ben, tout le monde va s'appeler Bouama, c'est plus simple. Et du coup, c'est l'état civil, c'est l'occidental qui est arrivé, je regrette de le dire, mais c'est comme ça, qui a changé tous les noms. Mais chez nous, on ne change pas de nom. Et le Kachingo dont je parle fait bien partie d'un nom qui appartient au clan. Donc, ce sont des noms qui appartiennent au clan. Et vous pouvez voir à Lifou, à Ouvea, partout, quand je vais dire Kouya, par exemple, mon nom, qu'on dit en français prénom, c'est pas un prénom, c'est un nom qui appartient. Et ce nom-là, Kouya, c'est moi Kouya, et je m'appelle Adèle aussi. Mais Kouya, elle va définir l'individu dans son espace géographique, dans son espace culturel, dans son espace. Et quand on dit culturel, on va rentrer dans la chefferie, dans le clan, et on rentre dans la fonction de l'individu, parce qu'on sait que, tiens, ce nom-là, il appartient à un clan, et le clan définit bien la fonction de l'individu dans sa société, et on va même jusqu'à la place de l'individu, son rôle, et on va jusqu'à l'espace foncier. Donc, vous voyez, on ne peut pas changer de nom. Sauf, alors pour revenir au nom de l'enfant porté par une fille mère, ça c'est dans la coutume. Chez nous, quand la fille n'appartient pas, puisque c'est l'homme qui va donner le nom, le rang et le tertre, c'est-à-dire la terre, pour cultiver la terre, pour construire sa maison. Cet enfant-là n'est pas reconnu, entre guillemets, en français, hein, dans la conception occidentale. Il appartient au clan. Donc, c'est obligé, c'est normal, je veux dire, que le frère lui donne le nom. Et c'est pas une obligation, c'est comme ça. Maintenant, on rentre dans une société, moi je vois ma fille, elle n'est pas mariée, ben, elle a voulu donner à son copain. Mais ça, c'est occidental. Mais dans la coutume, ça c'est pour le nom. Moi je voudrais revenir, parce que le mot vulnérable me choque. Alors, ma question est celle-ci. Ouais. Ma question est celle-ci. Est-ce que le mot vulnérable dont vous aviez expliqué veut dire... comment on dit en français déjà, vulnérable, ça veut dire fragile, fragilité psychologique ou fragilité de santé, ou est-ce que c'est la pluralité des interventions thérapeutiques? Parce que l'enfant, il faut connaître que l'enfant, lui, il appartient aux ancêtres. Pour nous, c'est pas encore un homme. Hein, le fœtus, jusqu'à l'enfant, il est fragile dans le sens, c'est peut-être ça. Et je voudrais savoir, parce que enfant vulnérable me choque un peu, quoi. Oui, mais c'est un peu ce que j'ai précisé tout à l'heure. C'est que je désignais non pas un enfant qui serait fragile, plus particulièrement, mais la perception, la représentation que s'en faisait la famille, et le fait que les familles étaient très attentives aux signes que pouvait présenter l'enfant. C'est-à-dire qu'il était quand même l'objet d'une très grande vigilance, mais que lui-même, en soi, n'était pas plus fragile que n'importe quel autre enfant. Ça, c'était pour répondre à cette question. Alors, bien sûr, pour les noms, bien sûr, vous avez raison. Mais je crois qu'il faut différencier deux choses. Ça veut dire que je pense que dans toute la société, il y a des normes. C'est un peu ce que vous avez expliqué, comment les choses doivent se passer. Et le plus souvent, elles se passent comme ça. Mais c'est vrai que moi, dans les familles que j'ai eu à connaître, justement, ces normes existaient, mais elles pouvaient être transgressées. Donc je crois que, certainement, bon, bien sûr,
je ne peux pas en parler en toute connaissance de cause, mais je ne crois pas qu'il faille négliger le fait qu'il y ait comme ça un certain nombre de possibilités d'être au-delà des normes. Et ça, ensuite, ça pose des problèmes. Mais je ne crois pas qu'on puisse, comme ça, dire que tout se passe comme ça doit se passer. Hein. Je crois qu'il y a des choses qui ne se passent pas comme elles sont censées se passer. Et c'est souvent ces situations-là que j'étais amené à rencontrer. Oui, mais je pense que, excusez-moi de juste réagir une seconde, hein. Si on écrit quelque chose, vous savez, ça va laisser des traces, le livre. Un livre laisse des traces. Tous ceux qui vont lire et qui ne connaissent pas la société kanak, ils vont penser que c'est ça. C'est comme la société occidentale. Il y a des normes. Alors, autant parler de ce qui est normalement, mais il y a des transgressions. C'est sûr qu'il y a des transgressions. Oui, on ne va pas s'attacher sur ceux qui ne suivent pas les lois ou les règles. Je parle beaucoup de ce qui est. Hein, et quand il m'a semblé que justement c'était une transgression, je le dis très précisément. Dans le livre. Hein. Donc, effectivement, je crois qu'il y a tout à fait un souci, hein, de faire attention à ce qui est écrit. Hein. Comme on dit, les écrits restent. Les paroles s'envolent. Bonsoir. Moi, j'aurais bien voulu que vous parliez en fait des vulnérabilités de l'enfant kanak par rapport à l'enfant occidental. J'aurais bien voulu savoir quelles étaient les vulnérabilités... Enfin, j'ai pas trouvé que vous avez parlé de la vulnérabilité de l'enfant. J'ai trouvé que vous avez fait un peu d'histoire, raconté les théories, etc. Mais j'ai pas entendu parler réellement de la vulnérabilité de l'enfant kanak. Qu'est-ce qu'il pouvait... quelles étaient ces vulnérabilités du fait qu'ils ont un autre mode de vie, une autre société, d'autres valeurs? Oui, mais bon, je crois que j'ai essayé de répondre en disant que c'est... j'emploie le mot vulnérabilité en tant que représentation, hein, par la famille, et non pas en tant que vulnérabilité en tant que telle. Oui, mais en fait, ce qu'on aurait voulu savoir, c'est les répercussions de la société occidentale sur l'enfant. Je ne crois pas que ça soit négligeable. Oui, mais vous savez, c'est difficile, hein, je pense que les questions peuvent être multiples, mais c'est vrai que moi j'ai un travail qui est relativement ciblé, qui est daté dans le temps, qui présente 3 vignettes cliniques. Mais effectivement, ce livre ne peut pas avoir l'ambition de répondre à toutes les questions. Ben donc vous en oubliez d'autres, vous n'êtes pas complet, quoi. Ah bah bien sûr, hein. Bien sûr, hein. Bien sûr, c'est certainement pas fini tout ça. Le titre du livre, c'est l'enfant vulnérable, mais c'est le résultat d'un travail. C'est pas, je pense, il n'y a pas l'ambition de couvrir tous les problèmes de tous les enfants au kanak. Voilà. Ce serait une ambition inquiétante. Oui, vous m'entendez? Très bien. Écoutez, moi je trouve que la discussion devient intéressante, mais on a parlé d'enfants vulnérables, je crois que c'est une notion quand même anthropologique. Et d'autre part, on parle aussi en anthropologie beaucoup d'enfants exposés. Et ce que je peux dire, c'est qu'en écrivant un livre sur l'enfant kanak, Yoram Mouchnik est un psychologue exposé et donc vulnérable. Parce que finalement, on voudrait qu'en un livre, il réponde à toutes les questions auxquelles n'ont pas su répondre les uns et les autres jusqu'à présent. Je crois qu'il s'est montré dans sa présentation et son introduction extrêmement modeste. Il a toujours été très modeste dans son travail. Je peux en parler puisque j'ai été amenée à travailler avec Yoram Mouchnik et nous avons fait les premières missions ensemble dans les îles. Et je crois que c'est dans un sens historique qu'il faut entendre le travail qu'il nous présente aujourd'hui. C'est-à-dire que nous sommes en 2004, c'est un premier livre qui est écrit sur l'enfant kanak sur un mode ethno-psychiatrique et psychanalytique. J'espère que ça appellera beaucoup de remarques, beaucoup de, je dirais, de suggestions, peut-être de désaccords, mais au moins que le débat sera ouvert. Car je rappellerai que quand je suis arrivée ici en 1991 pour ouvrir le service de pédopsychiatrie, eh bien, je n'ai pas trouvé beaucoup d'écrits sur des aspects ethnopsychiatriques concernant l'enfant, que tout est à faire encore, et que c'est, je trouve, extrêmement courageux de la part de Yoram Mouchnik d'avoir fait ce travail.
Il faut dire quand même que quand nous sommes allés sur les îles, et puis c'est surtout Yoram Mouchnik qui a développé toutes ces missions d'ethnopsychiatrie, nous l'avons fait sans forcément être extrêmement soutenus. On nous demandait surtout d'intervenir dans les dispensaires sur un mode extrêmement médical. Et là, nous voyons quand même qu'il y a tout un travail, toute une réflexion qui a été faite, qui a essayé d'introduire la notion du culturel, en plus, je dirais, et avec toutes les connaissances que nous avons en pédopsychiatrie. Et ceci s'inscrivant tout à fait dans le courant ethnopsychiatrique ou psychiatrique transculturel qui continue à se développer ailleurs qu'en Nouvelle-Calédonie. Je trouve donc que les remarques qui sont faites sont extrêmement riches. Moi, je suis vraiment ravie qu'il y ait des prises de position qui soient faites, mais sachez que, par exemple, quand j'ai cherché à travailler avec d'autres collègues sur la notion du don d'enfants et la circulation des enfants dans la société kanak, on a eu beaucoup d'avis qui nous ont été donnés sur pourquoi on donne l'enfant, comment on donne l'enfant et pourquoi, etc., etc. Mais je crois que je n'ai pas entendu 2 avis identiques de la part, je dirais, de membres de la société kanak. C'est-à-dire que les choses sont extrêmement complexes. La tradition est orale. Et donc, nous faisons les uns et les autres comme nous pouvons. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a beaucoup de monde ici aujourd'hui et que c'est un sujet qui intéresse, qui passionne, qu'on manque souvent d'outils pour répondre à certaines questions et que je crois que chacun doit se mettre au travail. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une question, peut-être, avant qu'on termine ? Bonsoir, Monsieur Mouchnik, merci. Je voulais dire que j'ai été un petit peu frustré par rapport à l'intervention radiophonique que vous avez faite, où vous avez été plus prolixe sur certains phénomènes psychiques que l'enfant pouvait vivre au niveau de pression au sein des différents groupes dans lesquels il était amené à exister. Donc ça, c'était pour ça. Et je voulais vous soumettre aussi une assertion à laquelle j'ai été témoin, quelqu'un qui disait que la colonisation a amputé la société kanak de certains espaces de règlement des conflits, tels que la guerre par exemple, et que d'avoir amputé ces espaces-là, ils se sont répercutés sur d'autres espaces, et en particulier ceux des maladies et ceux des attaques mythiques ou attaques magiques, si on peut s'exprimer ainsi. Et donc que ça se serait renforcé à la suite de la privation de certains espaces de conflits que la société moderne, enfin européenne, n'aurait pas su substituer au travers, je sais pas, d'un contexte juridique ou politique. Voilà, merci. Oui, enfin, j'ai pas vraiment d'avis sur la question. Par contre, j'ai peut-être un peu quelque chose en forme d'anecdote. Et c'est vrai que Maurice Lénart avait parlé quand même de l'émergence de la sorcellerie à partir de l'IFU et un peu comme une nouveauté. Hein. Et c'est vrai qu'on peut quand même se poser des questions assez sérieuses. Parce que en Afrique, au Congo, sorcellerie se dit Ndoki, et ça se dit Doki à l'Ifu. Et on peut se demander si à une certaine époque, un missionnaire très zélé n'aurait pas souhaité introduire des notions du bien et du mal à travers peut-être une notion importée de sorcellerie. Alors ça ne veut pas dire que cette notion-là n'existait pas ici, mais peut-être qu'elle n'existait pas sous cette forme. Et c'est vrai que je serais assez curieux si jamais un chercheur retrouvait un petit peu les traces des missionnaires au 19e, ceux qui ont fait éventuellement l'itinéraire d'Afrique jusqu'en Nouvelle-Calédonie, et qu'effectivement on peut se poser la question d'une certaine importation missionnaire, et une importation missionnaire, c'est aussi d'une certaine façon un peu une importation coloniale d'un certain nombre de choses qui ont pu modifier un peu des points de vue sociaux. C'est pas inexact. Une toute dernière question. Voilà, je voudrais quand même remercier l'approche de docteur Mouchnik, psychologue, pardon, et l'intervention de madame. Et je voulais dire ici que ça fait 150 ans de présence française et on découvre seulement le kanak maintenant.
C'est pour ça que je vous remercie, monsieur, du pas que vous venez de faire vers nos enfants et envers nous. Parce que même au niveau de l'enseignement, on essaye de... moi, j'ai entendu des médecins dire, c'est bon, hein, dès que vous êtes malade, il faut vite amener l'enfant et tout ça. Maintenant, on n'y croit plus, on est en 2004, c'est sûr. Mais du temps de ma mère, moi, j'ai dû intervenir un moment parce que ma mère, elle a été mise dans un... Comment ça s'appelle? Soins intensifs et pour... bon, bref, dans soins intensifs. Et pendant 3 jours et 3 nuits, il fallait qu'elle dorme. Pendant 3 jours et 3 nuits, elle n'a pas fermé l'œil. Et on ne savait pas pourquoi. Tout simplement parce que quand je suis arrivée, je me suis déplacée de l'IFO, ma mère ne pouvait pas dormir. Elle était dans le drap, mais elle n'avait rien sur elle. Elle m'a dit, j'arrivais pas à dormir, je suis nue. Bon, ce sont des conceptions, c'est vrai, c'est un concept culturel, mais à tenir compte. Pour répondre à madame, à l'IFPA, depuis 2000, il y a des formations sur la poche culturelle de la société kanak. Hein. Je ne suis plus, mais j'y étais, c'était mon secteur. Et donc là, il y a des formations sur tout ce que vous voulez sur la poche kanak. Et merci encore du pas que vous venez faire, que vous venez de la société kanak. Merci. Je vous remercie à tous et je remercie Yoram Mouchnik. Donc, on vient de rappeler le caractère novateur de cette étude. Donc, je vous recommande la lecture du livre qui sera prochainement disponible en librairie parce qu'il paraît qu'il est en rupture de stock et qui est disponible à la boutique ici. Merci Yoram pour cette présentation. Merci à vous tous.